Alors nous arrivons au terme de cette journée d'études sur un thème qui est complexe et qui se retrouve au cœur de l'actualité. Je voudrais d'abord remercier bien sûr l'Institut d'avoir permis cette journée de colloque. C'est important de pouvoir prendre le temps de penser les choses malgré le feu de l'actualité. Revenir aussi un tout petit peu sur la Fondation Kairos, puisqu'elle est toute nouvelle et qu'elle est encore peu connue, forcément. Donc la Fondation Kairos pour l'innovation éducative, qui vient de naître, qui est née le 18 juin, ça ne s'invente pas, eh bien, a pour vocation de regarder les problèmes en face, les problèmes tels qu'ils se posent en matière éducative, et d'essayer d'y apporter des réponses en faisant parler des sensibilités différentes, des points de vue différents. Et je crois que cet après-midi, en particulier cette fin d'après-midi, mais aussi cette matinée, eh bien, illustre bien que c'était un vrai lieu de débat, que tous les intervenants n'avaient pas le même point de vue, loin de là, ni même la même expérience. Et donc c'est comme ça que ça doit se penser, non pas de manière endogamique. De la même manière qu'il y a de l'endogamie cognitive, il y a souvent de l'endogamie politique et intellectuelle. Et donc là, je crois que de ce point de vue-là, c'est un succès que ce premier colloque, parce qu'il y a eu une véritable variété de points de vue et de vrais dialogues qu'on puisse nouer. Je présente par contre mes excuses pour ceux qui sont à distance. Ça a été effectivement difficile d'intégrer leurs questions, qui sont parfois longues et détaillées, dans le cours du débat. J'ai essayé de les synthétiser sans pouvoir les reprendre en tant que telles. Axel Girard m'a aidé également à synthétiser les questions. Mais ce n'est pas évident et je comprends qu'il puisse y avoir une certaine frustration de la part des gens qui suivent à distance et qui se disent « mais ma question ». Donc je comprends bien, mais c'est le jeu aussi qui l'impose. Alors, ce matin, nous avons vu que depuis 2015, grosso modo, le problème de l'islamisation de l'école publique, était désormais reconnu. Et qu'un certain nombre de choses commençaient à être faites. Mais finalement, peu de choses. Ce qui a changé, c'est qu'avant, l'information a été étouffée et que désormais, elle a tendance à remonter. Donc, on parle d'atteinte à la laïcité, alors qu'avant, on n'en parlait même pas. Mais finalement, est-ce qu'on a tant progressé que ça? On a empilé un certain nombre de lois. Ces lois ont surtout porté sur le secteur libre, complètement libre, le secteur hors contrat, et puis sur l'école à la maison. Mais le cœur du problème, qui est pourtant dénoncé par Éric Diard, qui était ici, par François Pupponi, par chacun des élus qu'on a pu lire, mais aussi l'inspecteur général Aubin, le cœur du problème qui se trouve dans le service public d'éducation nationale, finalement, comment est-il traité? Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Personnellement, dans ce qu'on a entendu dire récemment et dans les lois passées récemment, je ne vois pas de réponse. Je n'entends pas de réponse. La seule réponse que j'entends, c'est qu'on ose dire qu'il y a un problème et on ose le nommer. C'est déjà le début des choses, puisque nommer un mal, c'est déjà commencer à le traiter. Mais quand on entend dire dans la bouche d'Éric Diard que le président de la République a décidé que la loi qui allait sortir ne porterait pas sur la question des accompagnateurs scolaires, on ne peut que s'étonner, car Jean-Pierre Aubin, ce matin, disait que, en définitive, c'est le nouveau test. C'est le nouveau test des islamistes. Exactement comme en 89, le test était le port du voile. Ensuite, il y a eu toute la phase du test sur le halal et la piscine. Et maintenant, le nouveau test qu'on vit, c'est le test des accompagnateurs scolaires. Donc, est-ce qu'on va faire la même chose qu'en 89, avec cet avis du Conseil d'État qui dit... Écoutez, c'est bien compliqué, donc vous, les chefs d'établissement, vous allez vous débrouiller et vous allez faire très bien. Alors naturellement, il va y avoir du contentieux, il va y avoir 60% de vos décisions qui vont être annulées au Conseil d'État, ce qui fait que plus personne n'osera faire quoi que ce soit, mais au moins vous serez débrouillé tout seul. Donc évidemment, 15 ans après, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, on a fini par faire une loi pour interdire le voile dans l'école publique et dans les hôpitaux. Là, on se retrouve dans la même situation. On est testé clairement sur ce sujet et on va faire des distinctions dignes de la grande casuistique en disant est-ce que c'est un prosélytisme de voile ou est-ce que se trouve que cette dame est voilée? Et je vais faire une petite comparaison internationale.
lorsque j'étais en Grande-Bretagne, je discutais avec le cabinet de Lord Nash à l'époque, le ministre des écoles, et il me disait, écoutez, s'agissant de la charia, il disait, bon, on a un problème en Grande-Bretagne, c'est que la charia donc, est traitée. Alors je dis, comment ça, traitée? Ben, oui, elle est traitée. Alors, ce qui est admis, c'est que la charia soit présentée comme un sujet intellectuel, comme un sujet de culture juridique, alors on peut l'enseigner. Mais il ne s'agit pas d'enseigner la charia comme une loi devant s'appliquer effectivement sur le territoire britannique aux élèves. Alors vous voyez ce type de distinction, c'est subtil, mais comment voulez-vous mettre en œuvre une distinction de cette nature? Alors il se trouve qu'en France, a priori, la charia n'est pas enseignée dans les écoles. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à force de faire des distinctions subtiles, on finit par ne pas traiter les problèmes. Donc, ce que je vois, c'est que pour l'instant, on ne nous parle pas de traitement du problème réel qui se pose avec l'islamisation de l'école publique. Moi, ce que je vois en suivant notamment les chiffres des écoles juives, c'est qu'il y a une explosion, il y a clairement une explosion des départs depuis 10 ans des enfants juifs des écoles publiques. C'est un secret pour personne, c'est quand même un échec majeur de l'école publique. Soit les familles font leur alia, soit ils vont dans l'école catholique, soit ils vont dans des écoles juives alors que parfois eux-mêmes n'étaient pas pratiquants. Donc ils se retrouvent dans des écoles juives très pratiquantes alors qu'eux-mêmes étaient des juifs non pratiquants. Donc tout ça manque complètement de logique et c'est quand même malheureusement le signe d'une nécessité d'action résolue au sein de l'école publique. À côté de ça, deuxième surprise, c'est que dans le débat, et c'est même pas une question de droite ou de gauche, dans le débat, il y a un grand absent permanent, c'est l'école libre. On a l'impression que l'école libre n'existe que quand il s'agit de la restreindre plus ou bien d'interdire les gens qui font l'école à la maison, sinon on s'y intéresse plus. La dernière fois qu'on s'y est intéressé, c'était en 1984. Et depuis lors, ça a été fini. Alors, il y a quelque chose qui est complètement incompréhensible. On a une école privée qui, globalement, gère mieux les questions de danger islamiste. C'est reconnu d'à peu près tout le monde. Il y a des musulmans dans les écoles catholiques, il y en a parfois même beaucoup, ils sont parfois même majoritaires, mais globalement, ça se passe mieux dans les écoles libres sous contrat. Et dans le même temps, le fameux équilibre qui a été adopté en 1985, l'équilibre des 20%, n'est pas remis en cause. Donc on a des sondages réguliers qui disent qu'il y a plus de 60% des parents qui voudraient mettre leur enfant dans une école libre, mais il y a l'État qui maintient ce verrou de 20%. Donc on a une situation où on nous dit l'école à la maison, c'est mal, l'école hors contrat, c'est suspect. La seule bonne chose, c'est l'école publique et éventuellement l'école sous contrat, mais on verrouille l'école sous contrat, et donc ne vous inquiétez pas, même si vous demandez à passer sous contrat, vous ne l'aurez pas. Et ensuite, on arrive aux écoles hors contrat. Alors, ça fait déjà 2 lois successives pour rendre le cadre plus strict. Et on nous dit, mais finalement, est-ce qu'elles sont encore bien inspectées? Mais j'ai envie de dire, mais inspectez-les. Vous avez la loi pour le faire. Elles sont inspectées autant que vous voulez. Inspectez-les 10 fois par an si vous voulez. Et surtout, quand elles ne vont pas, fermez-les. En quoi le fait d'avoir une nouvelle loi changera quoi que ce soit? Aujourd'hui, avec la loi actuelle, on peut inspecter une école hors contrat à minima la première année et avant la 6e année, et autant de fois qu'on veut. Ensuite, pour vider une école hors contrat qui ne convient pas, il suffit d'envoyer une lettre de mise en demeure aux parents, et dans les 15 jours, ils doivent avoir inscrit leur enfant ailleurs. Et si ce n'est pas fait, on rentre dans le cycle classique où on peut envoyer la police pour contraindre les parents. Donc, on voit bien qu'on n'a pas un problème de base juridique, on a un problème d'exécution de la base juridique. On a un problème de mise en œuvre de la politique. Et malheureusement, ce problème, on l'a sur tous les secteurs de la politique. On ne l'a pas que sur la question de l'école. Donc, je veux bien qu'on rajoute encore une loi, encore plus. Mais ce qui est complètement fou, c'est que tout à l'heure, que ce soit Éric Diard ou Naja El Hayaté, vous disiez vous-même que finalement, renforcer le contrôle sur le hors-contrat et interdire l'école à la maison, ça va mécaniquement conduire à une explosion des écoles clandestines. Alors moi, je ne comprends plus. On est en train de faire une chose qui est liberticide, qui va démobiliser des parents qui se sont mobilisés, qui ont pris leurs responsabilités pour sauver leur enfant de ce qui ressemblait à quand même une forme d'échec de l'école, au moins localement où ils étaient. Et on va leur dire non, ça ne va pas, vous devez remettre vos enfants à l'école.
Et dans le même temps, on sait que mécaniquement, ça va faire multiplier les écoles clandestines. Écoles clandestines qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à démanteler, ni même à identifier. Moi, je ne comprends pas la logique. En général, dans tous les systèmes juridiques du monde et administratifs du monde, on fait en sorte de connaître les gens qu'on veut suivre, traquer et contrôler. Là, on se met dans une situation où on va faire multiplier les zones dans lesquelles on n'aura aucun suivi, aucun contrôle. Ça me paraît assez curieux tout de même comme politique. Donc, pareil, qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour essayer de finir sur une touche concrète? Puisque finalement, autant dans la première partie, on a eu des approches qui me semblaient finalement assez opérationnelles, autant dans la deuxième partie, on a eu une bonne analyse du chaos dans lequel on se trouvait, il faut bien dire, mais peu d'analyses très concrètes sur ce qu'on peut faire maintenant avec ou sans loi. Me semble-t-il, il y a des choses qui sont simples à faire. Il y a par exemple les référents justice. À l'association Créer son école, il y a une demande à travers des députés, en direct auprès de l'administration, à avoir des référents justice. Qu'est-ce que c'est? Lorsqu'une école hors contrat recrute, elle ne sait pas si elle recrute un fichier S. Elle ne sait pas si elle recrute un grand délinquant ou un délinquant de mœurs. Parce qu'en fait, elle ne peut contrôler, elle ne peut consulter que le casier judiciaire de base, sur lequel il n'y a rien. Donc, la première des choses à faire de manière concrète, c'est donner les moyens aux écoles de bonne volonté de savoir qui elles recrutent. Ça ne coûte pas grand-chose, il suffit de faire profiter du dispositif de référent justice à toutes les écoles hors contrat. C'est déjà la première des choses. Deuxième chose, il faut inspecter là où il y a des écoles clandestines. Vous nous expliquiez, on en parlait au téléphone, Naja El Ayaté, qu'à Évry-Courcouronnes, il y a notoirement une école clandestine. Bon, eh bien, il y a un moment où il faut que les services de renseignement territorial y aillent, qu'on constate qu'effectivement, il y a des enfants qui devraient être scolarisés ailleurs et qui en fait sont scolarisés là, et puis ensuite, il faut prendre une décision et l'appliquer. Je ne vois absolument pas en quoi le fait d'interdire l'école à la maison ou d'interdire l'école hors contrat ou la restreindre encore plus va régler ce problème-là. On voit qu'on a un problème tout bêtement d'application, exactement comme on a un problème notoire pour suivre les fichiers S en France. Donc, il me semble que si on renforce les moyens donnés au ministère de l'Intérieur pour faire ce travail-là, si on renforce la culture globale des gens sur la détection des cas de radicalisation et des logiques de radicalisation, alors on pourra tous progresser et avoir un État qui soit plus sûr et surtout des situations pour les enfants qui soient plus certaines. Donc, ce projet de loi, le débat de ce projet de loi s'annonce particulièrement houleux. Moi, j'ai été surprise d'être au niveau de notre association Créer son école et Éduc France. J'ai été surprise qu'on soit submergé de témoignages de gens qui, en fait, expliquent que pour eux, il n'est pas question, vu la situation précise qui est la leur, de remettre leur enfant dans l'école publique. Et du coup, hier, j'ai été à la fois étonnée et surprise d'entendre le ministre Jean-Michel Blanquer dire « Finalement, on va interdire l'école à la maison, mais c'est pas grave, les gens créeront des écoles hors contrat. » Alors, je dois dire que là, j'ai eu le sentiment d'avoir un vertige. Je me suis dit, j'ai dû rater une étape. Maintenant, il va recruter des élèves pour nos écoles hors contrat, c'est merveilleux. Alors, je ne sais pas bien ce qu'on fait. Donc, on interdit l'école à la maison pour que les gens se déclarent en école hors contrat. On restreint les écoles hors contrat. Et quelle va être l'étape d'après? Alors, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que la France, la République, les familles, nous tous, nous avons besoin d'une diversité éducative. Nous avons besoin d'un choix. Et exactement comme en 1984, où il y a beaucoup de gens qui sont allés dans la rue, qui n'avaient pas leur enfant à l'école privée, mais qui se sont dit, moi, un jour, j'en aurai peut-être besoin, ou mes enfants en auront besoin. Je veux garder cette liberté de choix, parce qu'être un citoyen libre, c'est pouvoir poser des choix. Et si j'ai aucun choix, déjà que l'école publique est sectorisée, ce qui est quand même un peu bizarre comme idée à notre époque, en plus de ça,
je ne vais même pas pouvoir avoir une alternative. Donc, je me bats pour garder mon alternative. Et c'est pour ça qu'il y a eu tant de gens dans la rue. Eh bien, aujourd'hui, je pense que le phénomène sera le même, contrairement à ce qu'on peut croire. On a le sentiment qu'il y a peu de gens qui sont qui sont concernés par l'école à la maison ou par l'école privée hors contrat. Mais en fait, c'est faux. Parce que si vous regardez bien à l'échelle d'une vie, il y a de plus en plus de gens qui, à un moment ou à un autre, passent par une école hors contrat ou passent par l'école à la maison. D'abord parce qu'on est de plus en plus mobile. Quand vous rentrez de l'étranger, c'est très difficile de remettre son enfant directement dans une école sans transition. On n'y arrive pas. Surtout s'il a été dans une école anglaise, ou voilà, ce qui était le cas de mes enfants, c'est pas faisable. Si vous avez eu un enfant malade, pas forcément maintenant, vous n'avez pas forcément la capacité de le remettre à l'école publique. Et en plus de ça, est-ce que vous avez envie vraiment, si vous faites l'école à la maison, d'avoir un certificat médical qui va suivre votre enfant toute sa vie, en disant « j'ai été malade et mon état était suffisamment grave pour que je sois incapable de rejoindre une école normale ». À l'époque où on est si sensible au RGPD, on est si sensible à la protection des données sensibles, je peux vous garantir que ce n'est pas une bonne idée de mettre des dossiers avec des justifications médicales pour avoir le droit d'exercer nos libertés de base. C'est infantiliser les parents alors qu'on doit les responsabiliser. C'est les mettre dans une situation où on doit se justifier pour prendre les décisions qui sont bonnes pour nos enfants. Ça me paraît vraiment contre-productif, alors qu'on sait qu'on ne sauvera l'école que si on fait un lien fort, une coopération forte entre les familles et l'institution scolaire. Donc, ce dont je suis certaine, et je pense que je ne suis pas du tout la seule à le penser, c'est qu'on a besoin de diversité éducative, on a besoin aussi d'un petit peu être plus souple et moins crispé sur cette histoire d'institution scolaire. Oui, l'école est une institution de la République, bien sûr, mais il y a 1000 manières d'être un citoyen actif de la République. Et la première des choses, c'est d'avoir une instruction solide, une maîtrise de la langue efficace, et de ne pas avoir un sentiment d'être harcelé en phobie scolaire ou perdu, ou ne pas recevoir l'éducation qu'on pourrait recevoir dans l'école. La première des injustices, c'est quand même cette inégalité incroyable entre une école publique et l'autre. La première des injustices, c'est quand même cette inégalité directement liée à l'obligation de carte scolaire. Selon où vous habitez, donc je traduis selon votre argent, vous allez dans une école qui va vous condamner quasiment à réussir ou une école qui va vous donner beaucoup d'atouts pour réussir. Ou enfin, le contraire, condamné à échouer ou beaucoup d'atouts pour réussir. Alors, tout à l'heure, le député disait « mais il y a des gens qui réussissent lorsqu'ils sortent d'une école dans les quartiers difficiles ». Oui, il y a toujours des gens qui réussissent sans école. Et il y a toujours des gens qui réussissent malgré tout. De la même manière qu'il y a des enfants qui apprennent à lire sans aller à l'école, comme ça, en regardant les panneaux publicitaires, bien sûr. Mais notre responsabilité collective à nous tous, c'est de faire en sorte que le système soit efficace et qui permette massivement à des enfants qui ne soient pas très volontaires ou volontaires de réussir. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut avoir le courage de regarder le problème de l'école publique en face, de nommer les difficultés et de traiter les mots, et puis de reconnaître qu'on a tous besoin d'une alternative pour stimuler l'école publique, pour donner des alternatives aux parents, et puis de rappeler aussi que la liberté scolaire, c'est vraiment le cœur de la responsabilisation des parents, sans lequel on ne fera jamais rien. Voilà. Je vous remercie. Le prochain colloque devait être début janvier ou fin décembre, ça dépend des conditions sanitaires, comme on dit aujourd'hui. Il portera sur la ruralité, car la France a une tradition d'écoles rurales extrêmement riche et d'écoles publiques rurales extrêmement riches. Et aujourd'hui se développent des initiatives en ruralité pour éviter la désertification rurale et la mort de cette France rurale qui se sent un peu hors mondialisation et hors modernité. Or, c'est essentiel d'arriver à permettre de vivre dans tous les territoires de la France. Et pour ça, il y a des nouvelles formes d'écoles et des nouvelles formes d'instruction et d'éducation qui se développent. Et donc, on va essayer de les analyser, de les présenter dans un prochain colloque. Je vous remercie.